Bonsoir, les titres tout de suite. Alain Prost, vainqueur à Imola, le pilote de la Williams-Renault a retrouvé confiance malgré la pluie. Débat sur la ville et les banlieues, dès mardi à l'Assemblée nationale, première prise de position. Forte participation en Russie pour le référendum plébiscite de Boris Yeltsin. Les premières indications sont favorables au président. Début demain de l'embargo de l'ONU sur la Serbie. Les Russes se déclarent favorables à des mesures sévères. La course automobile, pour commencer, ça va mieux pour Alain Prost. Il a enfin vaincu sa répulsion de la pluie avec la meilleure voiture, la Williams-Renault. Il a gagné sur le circuit d'Imola dans le Grand Prix de San Marin. Victoire facilitée par de très nombreux abandons. Et il faut aussi noter la 3e place de la Ligier de Brundle, Laurent-Frédéric Bollé. Temps couvert et petite pluie sur Imola cet après-midi. Des conditions difficiles pour Alain Prost qui avait soif de revanche. Critiqué pour ses récentes courses, le Français tenait à laver cet affront fait à son orgueil au cours de ce 4e Grand Prix de l'année. Opération réussie. Au départ pourtant, Prost est 3e derrière Senna et son coéquipier Damon Hill. Et c'est bientôt la lutte des géants entre Prost et Senna, 2 triples champions du monde face à face. C'est finalement Prost qui prend le meilleur sur le Brésilien. Dans le peloton, sur ce sol piège, on tente de se frayer un chemin au milieu des attardés. Pas toujours facile. Ainsi Damon Hill qui échappe de peu ici à une collision. Mais hélas pour l'Anglais, c'est une sortie de piste qui l'attend quelques tours plus tard. Une Williams dans le sable. Cascade d'abandon lors de ce Grand Prix. Allez-y sur Ferrari. Et puis surtout Senna au 43e tour. La voie est désormais libre pour Prost. Le Français se dirige à 200 km/h de moyenne vers sa 2e victoire de la saison. Derrière, frayeur pour l'Italien Zanardi, ultime péripétie de cette course finalement logique. On avait annoncé cette victoire de Prost, le Français a répondu présent. Il devance Schumacher et puis bonne surprise, 3e la Ligier de Brundle, tandis que Philippe Alliot sur la Rousse se classe 5e. Au championnat du monde, Senna n'a plus que 2 points d'avance sur Prost. En tennis, la finale du tournoi de Monte-Carlo a été reportée à demain à cause de la pluie qui tombait très drue sur le sud-est de la France. Cédric Pioline devra donc attendre une journée supplémentaire pour espérer un grand titre face à l'Espagnol Bruguera. Ce sera sur France 3 demain en direct. Et puis la course à pied, ils étaient des milliers de passionnés ce matin dans les rues de Paris pour courir le marathon de Paris, donc le 17e du nom, victoire d'un Polonais, Beblo, qui devance l'Éthiopien Volace. Le premier Français, Chauvelier, est 9e. Yannick Le Tranchant. Ils étaient 15 000 à s'être levés du bon pied ce matin. Le 17e marathon de Paris s'était lancé à 9 h sous un ciel clément. 42 km et 195 mètres pour un parcours de choix, des Champs-Élysées à l'avenue Foch, en passant par la Bastille et le bois de Boulogne. Et d'emblée, le Français Bertrand Hitzver fausse compagnie à tous les ténors pour caracoler en tête pendant plus d'1 heure. Finalement, l'arrivée se jouera entre l'Éthiopien Volace et le Polonais Beblo. Mais Volace fait une erreur de direction à 300 mètres de l'arrivée. Le Polonais en profite et l'emporte en 2 h 10 minutes 46 secondes. Premier Français, Dominique Chauvelier, c'est l'homme aux gants blancs et aux lunettes rouges. Il termine à la 9e place. Première femme, la japonaise Mitsuyo Yoshida. On notera également l'excellente performance de nombreux handicapés qui avaient pris part au marathon, sport, vitesse et leçons de courage. Enfin, une image étonnante, celle du record du monde de vitesse sur l'eau avec une voile. Thierry Bielac, le voici, a battu son propre record du monde hier au Sainte-Marie-de-la-Mer. 84 km/h à quelques centièmes près. Ça va vite, ça décoiffe même avec Bielac. Le reste de l'actualité maintenant. Les Russes votaient donc aujourd'hui 105 millions d'électeurs appelés aux urnes. Un référendum plébiscite pour ou contre le président Yeltsin avec quelques questions subsidiaires, notamment sur des élections anticipées. Premières indications, une forte participation, des irrégularités et les premiers résultats favorables à Yeltsin. Marcel Tria à Moscou. Mission impossible aujourd'hui dans les bureaux de vote. Trouver ne serait-ce qu'un électeur décidé à voter non à Yeltsin à cause de son échec économique. Nous avons fini par dénicher l'oiseau rare, mais il n'avait pas vraiment le moral. Je suis sûr que la plupart des gens vont voter pour Yeltsin. Eh oui, même les babouchkas dans les sovkhozes comme ici à Kozino, près de Moscou. Mais où est-ce qu'il faut que je barre? La démocratie, c'est pas de la tarte, foi de babouchka.
Elle veut absolument voter pour Yeltsin. Du coup, il faut qu'elle vote oui à la première question sur la confiance, oui à la seconde sur les réformes économiques, mais non à la troisième sur les élections présidentielles anticipées. Et à nouveau, oui à la quatrième sur les élections législatives anticipées. Oui, oui, non, oui. Avant, au moins, c'était simple. C'était toujours oui au parti. Passer à l'isoloir et barrer un oui ou un non à chaque question. Mais la babouchka préfère se réfugier dans le giron du président du bureau de vote. Elle a bien trop peur de se tromper et de voter sans le vouloir contre son cher Boris Nikolaïevitch. Et ça maintenant, c'est quoi? C'est la politique économique. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dans les magasins? Oui, il y a quelques trucs. Qu'ils travaillent tous, on n'en trouvera pas de meilleurs. Mais où est donc passée cette maudite urne? Par ici, par ici. Elle, en tout cas, elle a fait son travail de citoyenne. À eux de jouer maintenant. Dans un autre bureau de vote, les partisans de Boris Yeltsin sont en ébullition. Il faut savoir qui a saboté. Les démocrates reprochent au président de la commission électorale d'avoir marqué les bulletins avec des tampons fantaisistes au lieu des 2 signatures réglementaires. En fait, les directives des autorités étaient contradictoires et le temps a manqué pour tout faire dans les règles. Mais cette liberté toute neuve de voter librement, ils ne permettront à personne de la confisquer comme avant. On n'avait pas droit à la parole. On ne pouvait pas être nous-mêmes. Avant, on faisait tout par obligation, alors que maintenant, il n'y a plus d'obligation. Un simple geste, mais qui a tant de prix, quand on en a été privé pendant si longtemps. Pour les derniers chiffres, on va tout de suite à Moscou. On retrouve Marcel Tria. Marcel, est-ce que vous avez des dernières estimations? Oui, alors, en ce qui concerne les estimations, à 18h, heure locale, plus de la moitié des 105 millions d'électeurs russes avaient participé au scrutin. Boris Yeltsin a donc gagné son premier pari, le quorum est atteint. Et en ce qui concerne les résultats du vote, proprement dit, on dispose de 2 sortes d'indications. D'abord, les petits sondages sauvages que les uns et les autres ont pu faire dans la région de Moscou et qui tous, on l'a vu, sont très favorables à Boris Yeltsin. Et puis, grâce au décalage horaire entre l'Extrême-Orient et Moscou, on dispose déjà de quelques indices sur les premiers dépouillements et ils sont tous, eux aussi, très favorables à Boris Yeltsin. Marcel, est-ce que les résultats du scrutin vont vraiment changer quelque chose à la situation? Si Boris Yeltsin perdait, il s'est engagé à démissionner, mais on l'a vu, c'est peu probable. Il est fort probable donc que les uns et les autres tentent d'interpréter les résultats chacun à sa manière dans la plus grande confusion. Quoi qu'il en soit, même en cas de victoire éclatante, Boris Yeltsin n'aurait aucune base légale dans la vieille constitution tant de fois rapiécée pour modifier les règles du jeu. Et le président de la Cour constitutionnelle l'a encore rappelé aujourd'hui. Toutefois, il semble bien déterminé, s'il gagne, à passer aux actes et à imposer sa constitution à lui, qui signerait l'arrêt de mort du Congrès des députés et qui inaugurerait un régime présidentiel avec un parlement à 2 chambres. Est-ce que, enfin, il y a, d'après ce que vous dites, puisqu'il pourrait y avoir un risque d'affrontement si, par exemple, les conservateurs n'acceptaient pas leur défaite? Les conservateurs n'ont pas le choix et surtout ils n'ont pas les forces. L'armée est dans un tel état de déstabilisation qu'on la verrait mal participer à une telle aventure. Et d'ailleurs, Boris Yeltsin ne s'est pas privé ces derniers jours de doubler les soldes des officiers et de leur faire des promesses susceptibles de calmer leurs ardeurs. Toutefois, Boris Yeltsin aurait tout intérêt à démontrer très rapidement que ces réformes économiques ne profitent pas seulement aux affairistes mais à l'ensemble de la population. Les électeurs, semble-t-il, lui font toujours confiance, mais ils ne se contenteront peut-être pas éternellement de promesses de lendemain qui chantent. Merci Marcel et on vous retrouve bien sûr pour les prochains résultats dans nos prochaines éditions. La politique française maintenant avec un débat très important dès mardi prochain à l'Assemblée, le débat sur la ville. Le problème de la ville et surtout des banlieues est l'un des grands défis que le gouvernement va avoir à relever. Le RPR veut être en pointe dans ce domaine. Exemple, 3 députés RPR de la région parisienne, élus des banlieues justement, sont allés à Marseille, dans les quartiers nord. Enquête sur le terrain, Jean-Baptiste Prédaly, Maryse Richard, reportage. Marseille, quartier nord, pour des travaux pratiques de politique de la ville, il y a sans doute plus discret. Mais pour les élus RPR des banlieues, il y a un enjeu, occuper le terrain toujours explosif. Méthode rodée, à coup de visite express. Les majorités changent, les problèmes restent. À Marseille comme ailleurs, les banlieues difficiles sont passées à droite. Dialogue incertain. On a eu la visite de Mme Liman, mais on n'a plus entendu parler après. Promesse, on vous donne, et puis finalement c'est nous, associations, qui restons là et puis qu'on se bat avec le peu qu'on a.
Bon, il y a eu la gauche qui nous a fait des promesses. Bon, là, il y a la droite. Il faut dire que c'est pas une option favorable pour nous. Vous savez pourquoi? Politiquement, c'est pas un bon plan. Mais j'espère que c'est pas des promesses en l'air. Les élections sont terminées et moi je suis pas sportif, je suis pas vendeur de ballons ou vendeur de pompes de chaussures. On est ici à Marseille, vous voyez de qui je veux parler. Mais en l'occurrence, on est aujourd'hui dans une situation où véritablement il y a une volonté d'écouter. Volonté de dialogue peut-être, mais sur fond de manque de moyens des associations, d'insécurité, de drogue ou de chômage. Pour le constat, tout le monde est d'accord. Quant au remède, réponse peut-être à l'Assemblée mardi, après les visites sur le terrain, loin, très loin, des quartiers nord de Marseille. Dans l'heure de vérité tout à l'heure sur France 2, Michel Rocard a évoqué ces problèmes. Le nouveau patron du PS s'inquiète de l'actuel climat un peu répressif, de la nervosité des policiers aussi, depuis le changement de gouvernement. Écoutez. Ces questions de climat et d'ambulance sont importantes. Prenez le pire des exemples aujourd'hui, le problème de la sécurité. Nous venons d'avoir, il y en a encore un hier soir, 6 morts en 3 semaines. Et naturellement, je me garde... Il y en avait 14 avant l'élection, hein, quand même, sur l'année. Je parle de fréquence. 3 semaines, c'est peu. 6 morts en 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Naturellement, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement, évidemment. Monsieur le ministre de l'Intérieur a même pris des sanctions. Et rapidement. Qu'est-ce qui se passe? L'ambiance est sécuritaire. En jouant sur les symboles, par le discours, par l'installation de M. Pasqua, même s'il a pris de manière très républicaine des sanctions, au ministère de l'Intérieur, a créé cette impression qu'on peut faire n'importe quoi, et que le haut lieu de l'insécurité maintenant sont les commissariats de police. Simone Veil, tout à l'heure à 7 sur 7, n'a pas dévoilé sa future politique de la ville. En revanche, sur le plan social et économique, Mme Veil s'est déclarée pour la CSG qu'elle considère, pour une augmentation de la CSG qu'elle considère comme l'impôt le plus juste. Autre chose, cérémonie à la mémoire des 43 enfants juifs victimes de la rafle d'Isieux dans l'Ain en 1944. Cette cérémonie a eu lieu tout à l'heure et à cette occasion, le président Mitterrand s'est associé au recueillement des participants dans un message lu pendant la cérémonie. Les enfants d'Isieux sont le symbole même de tous les juifs exterminés sous le régime de Vichy, a dit le chef de l'État. Il y a 50 ans juste, Marseille était le théâtre de l'une des plus vastes rafles que la France ait connues. En janvier 1943, après la décision de Himmler de détruire le Vieux-Port, l'armée allemande a ratissé la ville pendant 2 jours. Didier Eppelbaum et Frédéric Pasquette ont retrouvé le seul survivant de cette rafle. Témoignage. 10 000 gardes mobiles venus de toute la France, des milliers de soldats de la Wehrmacht, ils se sont abattus sur Marseille à l'aube du 22 janvier 1943. Opération Sultan, supervisée sur place par les généraux SS et le secrétaire général à la police de Pétain, René Bousquet. 6 000 arrestations et incarcérations aux Baumettes. Les Juifs sont envoyés à Compiègne puis Drancy par train spécial, entassés à 60 par wagon à bestiaux. Elie Arditi, 18 ans et demi, est le seul survivant du convoi. Il est sur cette photo prise comme les autres par l'armée allemande. Elle a été prise avant que le wagon soit plombé. Il y avait une mitrailleuse braquée sur nous et à côté une caméra. Alors à ma droite, un jeune civil, un fonctionnaire de police, dit « Ne poussez pas, vous y passerez tous ». À 10 heures, juste au moment du démarrage, j'ai entendu tous les passagers du wagon réciter le Kaddish. C'est-à-dire la prière des morts? Oui. Moi, je ne savais pas parce que je ne suis pas religieux. Et je ne l'ai pas récité, je ne sais pas. Et alors, j'ai demandé à quelqu'un, à mon voisin, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est la prière des morts parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, on va être tous tués. On ne savait pas comment, hein. Et alors, comme il n'y aura personne pour dire la prière, ils le disent avant, pour eux-mêmes. Sur les 804 juifs du convoi, 780 seront déportés au camp de Sobibor en Pologne et gazés dès leur arrivée. Elie Arditi a sauté du train puis s'est terré ici, à Montauban. Pendant près de 50 ans, il a porté seul avec sa famille le poids de ses souvenirs. Je ne pouvais pas parler ailleurs. Les gens, ça ne les intéressait pas. Maintenant, ils commencent à se réveiller quand on voit à l'Est ce qui se passe. Mais c'était très dur de le garder pour moi. Depuis que je parle, je me sens mieux. Et je parle surtout pour la mémoire de tous ceux qu'on a tués, quoi. Ça, c'est...
Le plus dur, c'est la séparation, quand on arrache les enfants, c'est ça le plus dur. Voilà, oui. Très moche tout ça. Sur le même sujet, ce livre, Marseille, Vichy et les nazis, le temps des rafles et de la déportation des Juifs, c'est édité par l'Amicale des déportés d'Auschwitz. Jean-Paul II est arrivé ce matin en Albanie. C'est la première visite du souverain pontife dans ce pays où le régime communiste, qui a régné pendant plus de 40 ans, avait totalement banni la religion. Le régime a été renversé, je vous le rappelle, il y a 2 ans. Marc Maisonneuve, Jean Cornu, reportage. Ici, on n'est plus communiste depuis le 22 mars 92. Mais même si on s'ouvre au monde, les habitudes demeurent, surtout celles de la police. Ils sont venus de toute l'Albanie, du Kosovo, du Monténégro, pour le pape. Sali Berisha, le plus haut personnage de l'État albanais, l'homme qui a fait entrer l'an passé son pays dans la conférence des États islamiques, attend le pape, comme Mère Teresa, comme les 4 nouveaux évêques, comme tout le monde. Dans la plus grande cathédrale d'Albanie, lorsque Jean-Paul II paraît, ceux qui ont pu entrer applaudissent. Un peu incongru dans un tel lieu, mais la ferveur religieuse a longtemps subi le silence en Albanie. Dès la première lecture, le pape évoquera la résurrection dans le credo des origines, puis à plusieurs reprises il dira qu'aujourd'hui est la fin de la nuit. Il y a 25 ans, jour pour jour, Monseigneur Ilia a été condamné à mort. Aujourd'hui, il est sacré évêque par le pape. Il a 4 mitres, la coiffe symbole de sa fonction, car il va diriger 4 diocèses à la fois. À lui seul, il reflète les difficultés d'une Albanie catholique manquant de prêtres, la première raison du déplacement de Jean-Paul II. Il n'y a que 13% de catholiques dans cette partie des Balkans. En venant sacrer ici 4 évêques, Jean-Paul II a voulu donner une nouvelle dimension à l'évangélisation en Europe. L'ex-Yougoslavie, le renforcement des sanctions contre la Serbie prend effet demain. Il faut noter aujourd'hui cette déclaration très importante du ministre russe des Affaires étrangères. M. Kozyrev s'est prononcé tout à l'heure pour des mesures dures et concertées pour mettre fin au conflit dans les Balkans. C'est important parce que les Russes avaient plutôt soutenu les Serbes jusqu'à présent. Isabelle Bechler, l'embargo, mode d'emploi. Ça, c'était l'été dernier. Dans les magasins de Belgrade, c'était encore l'abondance. Le premier train de sanctions ne faisait que commencer. Depuis, les étals et les caisses se sont singulièrement vidés. Il y avait encore de l'essence, même s'il fallait faire la queue. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut plus de 10 francs pour 1 litre de carburant au marché noir. La Yougoslavie a beau produire 25% de ses besoins en carburant, elle ne pourra plus faire tourner ses usines bientôt. Car à partir de demain, ces wagons d'hydrocarbures ne pourront plus transiter par la Yougoslavie pour y importer leur cargaison, ou s'ils le font, ils seront confisqués. L'interdiction de transit terrestre qui commence demain, cela signifie que tous les camions qui fraudaient en déchargeant en Serbie des biens officiellement destinés à d'autres pays ou républiques seront hors la loi. Les contrôles aux frontières seront accrus. Autant dire que les marchés seront vides et que la population serbe trouvera de moins en moins de nourriture. L'inflation, 225% le mois dernier seulement, rend illusoire la constitution de stocks. Et d'ailleurs, 60% des Serbes n'ont déjà plus de travail et donc plus de salaire. À l'étranger, les avoirs financiers yougoslaves seront gelés. Tous les services à destination de la fédération seront interrompus, sauf la poste et les télécommunications. L'embargo contre la Serbie concerne bien sûr aussi l'Adriatique et le Danube. C'est là qu'il sera plus difficile à faire respecter car la Roumanie et la Hongrie voisine ferment volontiers les yeux sur les trafics. Malgré les difficultés, l'étau se resserre sur les Serbes. S'ils ne signent pas l'accord Vance-Owen, la communauté internationale a décidé qu'ils allaient souffrir de plus en plus dès demain. Détente au Proche-Orient, Israël est prêt à rapatrier 30 Palestiniens parmi les 400 expulsés qui sont toujours cantonnés à la frontière entre Israël et le Sud-Liban. Geste de bonne volonté donc, 2 jours avant le début des négociations de paix à Washington. Chez les expulsés, des islamistes purs et durs, vous le savez, les conditions de vie se sont améliorées depuis plusieurs semaines, mais la solidarité n'est plus la même. Patricia Coste, Georges Ansen, reportage. Il est en forme. Le printemps est là, il a pris ses habitudes, lui et ses 395 compagnons palestiniens expulsés par les Israéliens au Sud-Liban. Ils sont toujours sous la tente, certes, mais maintenant ils ont le téléphone, offert par le parti du Hezbollah libanais, proche des Iraniens. 2 téléphones par satellite. Ils sont en relation constante avec leurs familles dans les territoires occupés. Ils peuvent aussi communiquer par fax.
Ils ont la télé sous la tente. La seule chose qui ne va pas, c'est qu'ils soient toujours là, depuis 4 mois, comme nous l'explique celui-ci. Ils ont refusé la proposition israélienne d'un retour échelonné sur 1 an. Leur position, c'est tous à la maison en une seule fois ou rien du tout. Leur programme est tout autant intransigeant, un État islamique en Palestine où juifs et chrétiens pourraient vivre heureux. Autre télé, il y en a 3 dans le camp. Autre groupe, plus intransigeant encore que le précédent, celui du djihad islamique, plus proche de l'Iran. Vous êtes contre toute paix avec Israël? Oui. Mais il y a quelques jours, un nouveau drapeau a surgi à côté de la bannière noire des islamistes, le drapeau des indépendants. Lui est le premier à rompre officiellement l'unité de façade. Il ne veut pas que ce camp devienne le cercueil de la paix au Proche-Orient. Il se dit prêt à accepter la proposition égyptienne, le retour de 200 expulsés ce mois-ci et celui de 196 autres le mois prochain. Il dit ne représenter que lui-même, mais pense que 60% des expulsés seraient de son avis. Restent 40%, dont les leaders, très déterminés. Dans la bibliothèque Tente, on se prépare à attendre. Dehors, on commence même à construire en dur. Leur premier ouvrage, une tribune, face à la route, qui mène vers la frontière vers Israël. Une vraie tribune en bois. Rien n'est de trop pour ces expulsés islamistes, passés maîtres en communication depuis leur plateau désertique du Sud-Liban. À Londres, quelques heures après l'attentat à la bombe, dans la City, 2 taxis piégés ont encore explosé la nuit dernière. Cette fois, on en est sûr, tout cela est bien l'œuvre de l'IRA. C'est cette organisation qui a commis les actes terroristes, elle les a revendiqués. Et puis enfin, les caméras ont pu filmer le cratère de la bombe qui a explosé hier après-midi dans la City. C'est assez terrifiant. Michel Fine. À la une du News of the World, la photo d'Ed Henty, 34 ans, le photographe du quotidien qui est mort dans l'attentat. Hier, Henty s'était précipité dans le quartier de la City dès qu'il avait appris par un message codé de l'IRA qu'un engin explosif avait été déposé. Vers 10h30, lorsque la bombe a explosé, Henty n'était qu'à quelques mètres de là. Il a fallu plus de 6 heures pour retrouver son corps. 1 mort, 44 blessés, plus de 8 millions de francs de dégâts. Dans un communiqué, l'IRA a donc revendiqué l'attentat de la City. Pourtant, pas un mot des 2 taxis piégés qui ont explosé hier soir sans faire de blessés. La responsabilité des victimes, dit l'IRA dans son communiqué, incombe entièrement aux autorités britanniques. Et l'armée républicaine irlandaise explique, la police a eu connaissance de nos avertissements codés 70 minutes avant l'explosion. Elle avait localisé la bombe 20 bonnes minutes avant qu'elle ne saute. Et l'IRA adresse aux autorités britanniques cet avertissement. Nous soulignons qu'elles doivent emprunter la voie de la paix ou se résigner à la guerre. Les homosexuels américains sont en colère. Ils veulent que Bill Clinton respecte ses promesses électorales. Alors ils ont organisé la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis pour défendre leurs droits civiques. Ils veulent notamment l'abrogation de l'interdiction de toute carrière militaire. Ils étaient environ 1 million dans la capitale américaine. Ils sont en ce moment même. Jean-Marc Ilouz à Washington. Ils avaient donné 3,5 millions de dollars à la campagne Clinton. Ils ont dépensé plusieurs millions de dollars pour faire de la gigantesque manifestation qui se déroule actuellement même dans la capitale fédérale l'équivalent homosexuel des grandes protestations contre le racisme des années 60. Les mêmes droits à la liberté pour tous, de cette citation de la Constitution américaine, ils font donc à leur tour leur programme. Je crois que maintenant ça suffit. On veut les mêmes droits que les autres, y compris dans l'armée. Nous sommes forts, on sera au moins 1 million aujourd'hui et nous sommes partout présents en Amérique. Là, je crois qu'on sent que nous avons une force politique qui est bien plus importante qu'il y a quelques années. Et à votre avis, est-ce que cette manifestation peut avoir des enseignements pour la France? Ben, j'espère. Je pense que le mouvement homosexuel en France est beaucoup trop timide. Et c'est là bien sûr la grande différence avec la France. Ici, les gays ne se cachent plus et ont de plus en plus le même visage que l'Amérique moyenne. Jeunes, vieux, catholiques, protestants, juifs, avocats, employés, médecins. Et même si des scènes comme celle-ci, un mariage factice organisé hier sur les pelouses du Congrès, choque à coup sûr une grande majorité d'Américains, les colibés ou la répression ouverte anti-homosexuelle ne sont plus de mise dans la société politique américaine.
Dans l'Amérique de 93, les gays ne défilent plus seulement pour réclamer plus de tolérance, mais bien pour montrer leur pouvoir dans les couloirs du Congrès ou dans la cour des casernes. Ils exigent désormais rien de moins que d'occuper la même place que monsieur ou madame tout le monde. Bebop maintenant. Bebop, c'est un nom branché, c'est le nom d'un téléphone qui ne se branche pas justement. Ce téléphone sort demain, il s'adresse directement aux citadins piétons. France Télécom a investi 300 millions de francs dans ce nouveau moyen de communication. Henri Elie, mode d'emploi. Après 10 mois d'expérimentation, le Bebop est enfin commercialisé le 25 janvier dernier dans la capitale alsacienne. Sur 2000 personnes l'ayant testé, 60% d'entre elles ont décidé de l'acheter. Et en 3 mois, 10 000 appareils ont été vendus. L'opérateur français a donc décidé de le lancer sur une plus grande échelle à Paris et en Île-de-France. La vente au public commence demain. Il correspond à ce qu'on recherche, il n'est pas très... Enfin, il a un certain prix, mais disons que c'est un prix acceptable par rapport à son utilisation. Pas tellement plus cher qu'un téléphone sans fil chez soi. Service, j'en suis sûre. Alors qu'un téléphone sans fil, c'est un gadget. Ça, c'est plus qu'un gadget, on va vraiment l'utiliser. Peut-être pas un gadget, mais comme tout nouveau produit, il a ses qualités et ses défauts. Par exemple, pas question avec le Bebop de prendre la route. Il ne marche qu'à l'arrêt. Pas question non plus de se faire appeler, mais tout sera réglé à l'automne prochain. Enfin, il faut se trouver à moins de 200 mètres d'une borne de liaison pour obtenir une communication. L'implantation des bornes à Paris, dès aujourd'hui, permet dans l'ensemble de la ville de Paris de pouvoir communiquer depuis n'importe quel point. De n'importe quel point et dans le monde entier. Il coûte 1890 francs, un tiers du prix du radiotéléphone le moins cher en France. Abonnement mensuel 54 francs, prix de la communication 1 franc 50 la minute, un petit outil qu'il ne faudra pas laisser entre les mains de vos enfants amoureux. Non, c'est pas dans une cabine, c'est dans la rue. Une coutume locale maintenant qui ne manque pas de charme à Stenvoort, dans les Flandres françaises. C'était aujourd'hui le défilé des géants. Il y a un grand renouveau de ce folklore des pays du Nord. Nathalie Dolé, Gilles Balbastre, art et tradition populaire. Pas de pieds d'argile pour ces géants-là, mais des muscles, de la chair et peut-être même des corps à la fin de la journée. À bon pied bon oeil, les porteurs de géants qui défilent se relaient régulièrement parce que cette parade, c'est du vrai sport qui demande conditions physiques et entraînement. Combien ça fait 80 kilos. Vous pouvez marcher combien de temps comme ça? Entre 100 et 150 mètres. Le géant envahit la ville, mais en dansant, parce que c'est quelqu'un de vivant qui représente une communauté. La cité a besoin de le voir vivre, a besoin de le voir naître, a besoin de le voir se marier, avoir des enfants. Et c'est toute une cité en elle-même qui se reconnaît, voire une rue, voire un quartier. Le Nord-Pas-de-Calais recense aujourd'hui 160 géants, la plupart dépassent 4 mètres de haut. Il s'appelle Totor, il vient de Steenwerk. Alors c'est un géant qui a été fait en 1930 à partir d'une chanson populaire de l'époque. Et c'est le 3e géant du nom et il est porté par 5 personnes. Les autres s'appellent Bimbin, Raoul, Bétélac du Haut-Désert, Baptiste et Isabelle ou Gilbert de Quincampoix. Certains vivent depuis des centaines d'années, d'autres sont morts et ont ressuscité, d'autres encore sont nés d'hier. Et dire qu'ici, aujourd'hui, les géants ne font plus peur, même pas aux petites filles. La musique, une star à Paris, salle Pleyel, ce sera mardi soir. Georg Solti, le grand chef d'orchestre, sera là à la tête de son orchestre symphonique de Londres. Au programme Bruckner et Stravinsky, Christian Marimono a rencontré le maître juste avant son départ de Londres. Cet homme a 81 ans. Il refuse de penser à la retraite. D'un pas alerte, il quitte sa résidence d'Hampstead, le quartier artistique de Londres, pour l'ultime répétition avant sa nouvelle tournée européenne. Sir George Solti a dirigé les principaux grands orchestres dans le monde, dont celui de Chicago pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est chef invité du London Symphony Orchestra.
D'origine hongroise, il aime la sonorité de l'Autrichien Anton Bruckner, dont il propose la symphonie numéro 4, et celle du Russe Igor Stravinsky, avec la symphonie en 3 mouvements. C'est un merveilleux contraste. Le Stravinsky est là giocoso, le Stravinsky est léger, impertinent, une arrogance, une magnifique arrogance, et Bruckner l'opposite. Modestie. Il se souvient de son passage en France dans les années 70 où il a dirigé l'orchestre de Paris. Paris est maintenant pour moi, c'est très curieux parce que pas seulement que je dirige, je crois que c'est une des meilleures publics de le monde, alors je venais avec grand plaisir. Sorsalty, élève de Strauss, Béla Bartók, Kodály, est dans la lignée des grands chefs, des Furtwängler, Walter, Toscanini. Avant de terminer, je vous signale la sortie de ce livre. Demain, c'est celui du président de France Télévisions, Hervé Bourges. Ça s'appelle La télévision du public. C'est publié chez Flammarion. C'est une défense du service public, une réflexion aussi sur le nouveau pouvoir du public et un regard sur la télévision de demain. D'ailleurs, Hervé Bourges sera le vendredi 14 mai, invité de Bernard Pivot dans l'émission Bouillon de Culture. Ce soir, les rendez-vous. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko. Ça pleut encore demain. 2 films. Et puis la dernière édition du journal, vers minuit, avec Catherine Sellac. Demain à 20h, vous retrouverez en cette même place Paul Amar